nom est Frédéric Gosselin, professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Dans cette série de capsules, on va voir comment on peut utiliser les méthodes de résidus pondérés pour obtenir la formulation par élément faux. Mais tout d'abord, voyons comment faire l'interpolation linéaire qui va nous être utile pour notre méthode d'élément faux. Donc jusqu'à présent, on a utilisé une fonction d'essai, une fonction U étoile, qui est un polynôme, donc un A0, A1x, A2x2, etc., pour venir approximer notre solution. Une façon de voir ça, en fait, c'est de voir ça comme une façon de venir interpoler une valeur entre des degrés de liberté. Puis l'avantage de faire ça, c'est que vous allez voir, c'est que jusqu'à présent, lorsqu'on faisait notre méthode de résidus pondérés, ben, on avait des inconnus qu'il fallait venir trouver. Donc, il fallait venir trouver A0, A1, A2, puis ça n'a pas vraiment un gros sens physique. L'idée, c'est qu'en venant utiliser notre fonction d'approximation pour venir interpoler les valeurs nodales, donc les valeurs nodales, par exemple, ça va être les déplacements à chaque nœud au bout de notre élément, on va avoir un sens physique très fort aux quantités qu'on veut venir rechercher, c'est-à-dire les valeurs nodales. Donc, on va venir remplacer nos A0, A1, A2, etc. par nos valeurs nodales, nos déplacements, les quantités qui nous intéressent. Et un des problèmes aussi qu'on a vu, c'est que l'approche vue jusqu'à maintenant ne s'applique qu'au cas où on a juste un élément, hein, parce qu'on commence tout d'abord par venir imposer les conditions aux rives. Et donc, si jamais on voulait changer les rives ou quelque chose comme ça, ben, il faudrait tout refaire l'analyse au complet. Donc, on va chercher une méthode qui est systématique, qui permet d'être résolue par ordinateur et qui va fonctionner à tous les coups. Voilà. Donc, on va, pour cette raison, venir redéfinir notre fonction U étoile. Donc, l'objectif, c'est de venir réexprimer notre fonction U étoile en fonction des valeurs nodales et ensuite, on va venir interpoler entre ces valeurs-là. Et donc, ça va nous permettre de venir réexprimer la même fonction d'approximation U étoile, mais avec des valeurs nodales. Donc, par exemple, si on a un domaine ici, ou un élément, on pourrait dire, avec un certain déplacement à chacun des nœuds. Donc, on a une valeur U étoile de XA à un premier nœud, puis un U étoile de XB au deuxième nœud. Bien, ce qu'on va chercher à venir faire, c'est venir interpoler la valeur partout dans ce domaine-là entre nos deux nœuds. Donc, dans ce cas-ci, on va venir interpoler linéairement. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est qu'on va venir attribuer à chaque nœud une fonction de poids qui vaut 1 à son nœud, puis qui vaut 0 aux autres nœuds. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est qu'au nœud XA, ici, on va avoir une fonction phi1, et la fonction phi1, évaluée à XA, ben, elle vaut 1, et puis évaluée à XB, ben, elle vaut 0. Puis entre les deux, ben, elle descend linéairement, alors que la fonction phi2, elle, c'est le contraire. AXA, elle vaut 0, puis AXB, elle vaut 1. De cette façon-là, en fait, ben, notre U étoile, on va pouvoir l'exprimer comme une constante fois une fonction phi1, plus une autre constante fois une fonction phi2. Puis ces deux constantes-là, A1, A2, c'est quoi? Ben, ça va être le déplacement à nos nœuds. Donc, quelle va être la forme de ces fonctions phi1 et phi2-là? Ben, phi1, pour que ça vale 1 au premier nœud, puis 0 au deuxième, ben, ça va être xb moins x, divisé par xb moins xa. Et puis, pour phi2, ben, ça va être x moins xa sur xb moins xa. Donc, c'est les équations de ces deux droites-là. Et donc, en venant réexprimer ainsi notre fonction d'approximation, ben, on a notre valeur nodale A1 fois notre fonction phi1 plus notre valeur nodale au deuxième nœud fois notre fonction phi2. Une chose qu'on peut remarquer aussi, c'est que nos fonctions d'interpolation, phi1 et phi2, elles respectent une certaine propriété. C'est que phi1, lorsqu'on vient l'évaluer à son nœud, donc à xa, ben, elle vaut 1.
alors que lorsqu'on vient l'évaluer à l'autre nœud, à xb, elle vaut 0. Et puis c'est l'inverse pour la deuxième fonction. Phi2 vaut 0 lorsqu'il est évalué au nœud xa, et puis elle vaut 1 lorsqu'il est évalué au nœud xb. Donc une façon de venir réécrire ça, c'est de dire phi indice i, évalué à la position x indice j, ben ça vaut delta ij. Et delta ij, c'est quoi? C'est le delta de Kronecker. Et puis le delta de Kronecker, en fait, c'est tout simplement une façon de dire que lorsqu'on a le même indice, i et j, ben ça vaut 1. Et si l'indice i est différent de l'indice j, ben ça vaut 0. Donc c'est ça le delta de Kronecker. Donc nos fonctions d'interpolation, lorsqu'on les évalue à un nœud, ben, ça donne le delta de Kronecker. Elles valent 1 à leur nœud, puis 0 aux autres nœuds. Donc, une autre approche pour arriver au même résultat, mais une approche qui va être plus systématique, parce qu'à la base, on cherche à faire une méthode par élément fini qui va être non pas résolue sur papier, mais par ordinateur. Donc, les ordinateurs cherchent à travailler de façon systématique, de façon répétitive, toujours pareil. Et donc, on va, pour ce faire, utiliser la méthode matricielle. Donc, reprenons un exemple très similaire. On a un premier nœud, une première position, à x vaut 0. On a une température, par exemple, qui vaut T1, alors qu'à x vaut L, bien là, on se retrouve avec une température de T2. Et donc, entre ces deux points-là, on va venir chercher à interpoler la température avec l'équation T de x, un polynôme de degré 1. Donc, dans notre ancienne méthode de résidu pondéré, on aurait utilisé notre fonction T étoile, par exemple, si on avait voulu utiliser un polynôme linéaire, bon, on aurait utilisé cette fonction-là, puis on serait venu trouver les constantes A0, A1 qui permettent de venir minimiser notre résidu. Par contre, A0, A1, ça n'a pas un super sens physique. Donc, on peut dire, ben, c'est où on intercepte l'origine. Après ça, A1, ben, on a la pente. Mais après ça, quand on a des polynômes de degré 2, degré 3, qu'est-ce que veut dire chacune des constantes? Il y a un certain sens mathématique, mais très peu physique. Là, la place qu'on va chercher à faire, c'est venir réexprimer notre T de x en fonction de T1 et puis T2 pour remplacer A0 et A1. Et puis, on va faire ça de façon matricielle. Donc, pour travailler de façon matricielle, réexprimons notre même équation ici de la droite d'interpolation sous cette forme-là. C'est la même équation, c'est juste qu'elle est représentée sous forme vectorielle. On a une fois A0 et puis x fois A1. On a bien la même expression qu'en haut. Donc, notre température, notre distribution de température interpolée peut être écrite comme ça. Et puis, on a aussi deux autres équations pour la valeur à x vaut 0 qui était 1, puis à x vaut L qui était 2, qui est donnée en fait en venant évaluer cette équation-là à ces deux coordonnées-là. Et donc, ces deux équations-là, on peut les réécrire sous forme matricielle, ça ressemble à ça. On a T1 qui est égal à A0, puis on a T2 qui est égal à A0 plus L fois A1. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, en fait, ça va être de venir exprimer T de x en fonction de T1 et T2 au lieu de A0, A1. Et donc, comment faire ça matriciellement? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre la matrice ici, puis on va l'envoyer de l'autre côté de l'équation. Donc, comme ça, on va venir isoler A0, A1. On va pouvoir venir substituer ici. Et on va se retrouver avec une fonction T de x qui va être donnée en fonction de T1, T2. Donc, cette matrice-là, on va l'appeler la matrice A. Et pour l'envoyer de l'autre côté, ça va nous prendre l'inverse de A. Et on se retrouve donc avec A0, A1, qui est l'inverse de la matrice A fois la valeur T1, T2. Et lorsqu'on vient substituer, on se retrouve avec T de x, qui est nos deux fonctions 1, x, fois l'inverse de A, fois nos valeurs nodales. Et puis ça ici, 1x fois l'inverse de A, on va appeler ça nos fonctions N1 et N2. Donc, ça va être nos fonctions d'interpolation. C'est des fonctions de x. Et qu'est-ce qu'elles valent exactement? Ben, on va les développer ensemble au tableau. Donc, si on vient redessiner un peu notre schéma, on avait T1 ici, et puis T2 là.
Et puis, on avait notre coordonnée x comme ça ici. Et puis, on avait la distance L ici entre nos deux nœuds. Et donc, ce qu'on vient chercher à faire ici, c'est venir interpoler entre nos deux nœuds. On a notre équation t de x qui vaut a0 plus a1x. Et donc, si on vient évaluer t de x à x vaut 0, on avait en fait t1 qui est égal, si on vient le réexprimer sous forme vectorielle, t1 et puis t2, en fonction de a0, a1. On avait t1 qui est a0 tout simplement, donc t1 qui est égal à 1 fois a0, et puis t2 qui va être 1 fois a0 plus L fois a1. Et donc ça, en fait, ça représente nos TI qui sont égales à la matrice A fois nos AI, hein, sous forme un peu plus compacte. Et donc si ça, c'est la matrice A, mais l'inverse de A, l'inverse de A, ça va être 1 sur le déterminant. Donc, le déterminant, c'est 1 fois L moins 0 fois 1. Donc, 1 sur le déterminant, plus la matrice qu'on est venu permuter. Donc, on a L avec 0 moins 1, 1. Voilà. Donc, nos AI, ça va être la matrice A qui a été envoyée de l'autre côté, fois nos TI. Comme ça. Et puis, notre T de X, on avait dit qu'on pouvait l'écrire sous forme vectorielle comme étant 1 et X fois A0, A1. Hein, donc, 1 fois A0 plus X fois A1, ça c'est notre T de X. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre notre T de X, puis avec les A0, A1, bon, on va venir y substituer A0, A1, qui sont nos AI, par A-1 fois nos TI. Donc, on se retrouve avec 1 et X fois A-1, qui est 1 sur L, L0 moins 1, 1, fois nos T1, T2, comme ça. Et donc, T de X, ça va être 1 fois L plus 0, plus X fois moins 1, tout ça divisé par L. Donc, on va avoir L moins X sur L. Et puis, dans l'autre cas, on va avoir 1 fois 0 plus X fois 1 sur L. Donc, X sur L. Fois T1, T2. Et donc, T de X, c'est deux fonctions qui multiplient chacun T1, T2. Donc, ça, c'est nos fonctions d'interpolation. Dans le fond, c'est une fonction N1 de X fois T1 plus N2 de X fois T2. Donc, on a N1 qui est L moins X sur L, puis on a N2 qui est X sur L. Donc, on est venu réexprimer notre fonction T de X, au lieu de l'avoir en fonction
de nos A0, A1, on peut l'exprimer en fonction de T1, T2. Et donc, T de X, ça va être nos NI, nos fonctions NI de X transposées parce que c'est un vecteur rangé, fois nos TI, comme ça. Et puis, dans le fond, ce qu'on va voir, ce qu'on peut revérifier, en fait, c'est que nos fonctions NI de XJ, qu'est-ce que ça vaut? Ben, XJ, ça correspond à chacun de nos nœuds. Donc, si on a N1 de X1, ben, on a la première fonction évaluée à X vaut 1. Donc, la première fonction évaluée à X1 qui est 0, ça fait L sur L, ça vaut 1. Alors que la première fonction N1 évaluée à X2, X2 c'est quoi? C'est L. Donc N1 évalué à X vaut L, ça fait L moins L, ça fait 0. Alors que N2 évalué à X1, si j'ai X vaut 0, ça vaut 0. Et puis N2 évalué à X2, ben c'est X vaut L, donc L sur L, ça fait 1. Et donc, on a bien le delta de Kronecker. Donc, le delta de Kronecker qui est vérifié. Donc, on a une méthode qui est relativement puissante, c'est-à-dire que au lieu de travailler avec des A0, A1, des constantes qui ont plus ou moins de sens physique, maintenant, on va travailler avec des TI, donc les valeurs nodales, et puis on va avoir une forme matricielle compacte qui va nous permettre de venir écrire ça sous une forme compacte avec laquelle on va pouvoir faire nos manipulations sans avoir à écrire des très longues équations comme ici. Notamment, dans ce cas-ci, on a fait ça pour deux fonctions linéaires, mais nos NI, on pourrait les prendre pour des fonctions d'ordre plus élevé. Et là, on va se retrouver avec beaucoup plus de fonctions, mais quand on travaille sous forme matricielle, ça demeure très compact. Et donc, les fonctions d'ordre plus élevé, on va voir ça dans la prochaine capsule.